Bonjour, bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Salut Allô? Manuel, salut Félix. Salut, salut. Salut, salut à vous 2. Bon, merci d'être là aujourd'hui. Fait que, on va commencer tout doucement, le webinaire en attendant, que tout le monde se connecte. Je vais commencer un petit tour de table assez rapide parce qu'on est 3. Fait qu'aujourd'hui, on a Louis Lachapelle, CEO de A+. Louis, est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi? Ben oui, avec grand plaisir. Moi, eu le plaisir de développer depuis 23 ans cette magnifique compagnie qui est A+. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content d'être avec vous deux, Emmanuel et Félix, pour continuer d'essayer d'amener de la valeur à un auditoire immobilier pour leur permettre d'avancer. Ouais, super, merci Louis. Félix, aussi chez A+, quel est ton rôle? Oui, exact. En fait, je suis concepteur. En fait, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de l'architecture, du design. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, puis je pense que le bureau, c'est un domaine qui est excitant, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est un peu pour ça que je me suis joint à l'équipe et je suis très content d'être avec vous. Super, c'est excitant. Donc, on a déjà fait un premier webinaire avec Louis il y a quelques mois, puis Félix aujourd'hui est notre invité d'honneur. Sans plus attendre, je plonge dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Product Driven Design. Autrement dit, en français, en bon français, un espace qui est orienté vers l'approche produit. Donc, on va le définir un petit peu plus au cours du webinaire. C'est une approche donc efficace qui vous aide à accélérer les transactions immobilières et faciliter la location d'espaces commerciaux. Donc, ce webinaire, évidemment, s'adresse à tout le monde, mais on va un petit peu plus orienter notre discours vers les bailleurs qui peuvent outiller leurs courtiers avec notamment l'approche produit qu'on vous présentera ici, donc en quelque sorte un catalogue. Avant même de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter à l'écran un sondage. Donc, vous allez voir au cours du webinaire, on va voir 2 ou 3 sondages comme ça. On va attendre quelques minutes que tout le monde y réponde. Puis, c'est un sondage vraiment pour avoir le pouls de comment vous pensez les choses. Le premier sondage aujourd'hui, c'est vous, en tant que courtier ou bailleur, ou quel que soit votre rôle, quel est votre plus grand frein lors de la mise en marché d'un espace commercial ? Est-ce que c'est plutôt la difficulté à se démarquer sur le marché parce que beaucoup de concurrence? Est-ce que c'est plutôt les délais dans la prise de décision des locataires, qui est un petit peu un frein frustrant? Est-ce que c'est l'incertitude sur les coûts de l'aménagement ou est-ce que c'est plutôt le manque de vision claire dans l'aménagement des espaces? On a déjà des premiers votes, pas mal sur l'incertitude sur les coûts de l'aménagement. Ça bouge. Est-ce que c'est des choses qui vous étonnent, Félix et Louis, en tant que réponse? Non, généralement, c'est souvent des éléments qui vont revenir, là, ou qu'on va entendre souvent de la part de nos clients. Même D'accord. chose que la prise de décision aussi dans les délais, là, c'est souvent des éléments qui vont être récurrents. C'est sûr Confirmé. que, bon, on ne se cachera pas, on va le voir dans ce qui s'en vient, mais le, le, le marché s'est beaucoup resserré. Là, donc, je pense que les gens vivent, quand je dis resserré, au niveau de l'augmentation de différents coûts puis de contraintes qui pèsent justement sur la réalité des gens de l'immobilier. Donc, euh, Parfait. c'est pas vraiment surpris. C'est drôle quand même que ça arrive sur un 80-20. On a un petit Pareto moment. C'est ça. Donc, à 80 sur l'incertitude des coûts liés aux aménagements. Sur ce, Louis, je te laisse prendre la main sur la mise en contexte. Oui, avec plaisir. Ben, tu sais, évidemment, là, je pense que tous ceux et celles qui évoluent dans le domaine de l'immobilier, là, vous savez qu'il y a des défis qui persistent actuellement dans nos réalités quotidiennes. Puis ça demande évidemment une capacité d'adaptation, puis pas mal de résilience, en fait, pour être capable d'avancer et de créer de la valeur pour les gens de notre industrie. Puis pour nous, on pense que ça demande vraiment un changement de paradigme. Donc, une façon d'autrement de dire, il faut changer nos façons de penser parce que les contraintes sont là pour demeurer. Puis, dans le fond, ça amène des vrais défis. Donc, on parle ici là, de vision puis d'innovation pour relever des défis structurels. Quand on parle de défis structurels, ce sont des défis d'industrie, selon nous. Puis là, on peut le voir, là, on aime parler de l'après-pandémie, mais là, ça fait déjà 5 ans. On a fêté ce 5e anniversaire, puis ça continue. Donc, c'est pour ça qu'on parle de défis de structure d'industrie. Alors, évidemment, la notion d'aujourd'hui du product-driven design, on pense que le design abordable devrait être accessible pour des gens. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réalités dans ce qu'on vit où la personnalisation à outrance vient réduire la possibilité d'optimiser. Donc,
on veut vous proposer une méthodologie qui parle d'une approche centrée sur la conception de produits. Puis là, le produit, ça peut sonner particulier, mais c'est vraiment le produit immobilier. Donc, quand on vit dans l'immobilier, ben, une fois fini, que ce soit une école, un bureau, une maison, une clinique médicale, peu importe, ben, une fois finalisé, c'est un produit immobilier utilisable pour une fonction. Fait qu'on va vous amener à réfléchir un petit peu plus comme ça aujourd'hui à travers la proposition de ce webinaire. Puis finalement, on est convaincu en fait que on parle de suite préconçue, là, mais ça pourrait être de cliniques préconçues ou d'écoles préconçues. On voit dernièrement dans les médias le gouvernement fédéral qui parle même d'aller essayer de travailler de la préconception pour le multirésidentiel. Donc, on pense que ça peut accélérer la mise en marché des espaces, puis aider les gens, en fait, à obtenir une solution qui répond à leurs besoins immobiliers. Parce que ça, on est sûr, évidemment, qui pense que ça ne cessera jamais. Il faut juste trouver une façon de le rendre un petit peu plus disponible, plus rapidement, puis surtout de façon un petit peu plus abordable. Puis finalement, des options, en fait, présélectionnées, là, vous allez le voir, en plus, évidemment, on travaille dans cette philosophie-là. On n'est certainement pas les seuls, mais l'idée, c'est de travailler en amont d'une notion de collection qui permette, en fait, de l'optimisation de temps et de l'optimisation financière, plus d'efficacité, afin de permettre, dans le fond, une meilleure flexibilité et des meilleures garanties budgétaires aux gens qui souhaiteraient s'aménager ou faire un choix d'espace. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Product Driven Design, qui est cette approche-là. Donc, d'efficacité pour accélérer les transactions immobilières puis faciliter la location des espaces commerciaux de toutes sortes. Super. Évidemment, oui, excuse-moi, Emmanuel, je te laisse. J'ai une petite question avant de sauter au reste. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Souvent, on pense que l'approche produit, ça peut manquer de personnalisation. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, que en fait, non. C'est quoi un petit peu la réponse à des bailleurs ou des courtiers qui viendraient en train de te dire ouais, mais tu sais, nos locataires, ils préfèrent quand même avoir un truc 100% personnalisé versus une approche produit. Comment Ouais, je pense que c'est une obligation de pouvoir permettre de la customisation. L'idée, c'est de le faire avec une approche légèrement plus structurée. Donc, évidemment, on parle de produits, mais ils se doivent d'être complètement adaptables. Chaque équipe de concepteurs ou de gestionnaires de projet ou de constructeurs qui pourraient décider de travailler dans une méthodologie comme celle-là auront au terme une signature. Donc, chaque bureau de conception va avoir une signature dans la façon de réfléchir les fameuses collections. Au même titre que des bureaux de conception vont avoir une signature dans une approche qui est hautement standardisée, personnalisable aussi. Mais pour nous, c'est un must de laisser la flexibilité. Il faut juste l'encadrer légèrement pour être capable de le faire plus rapidement puis de le faire à des meilleurs coûts. Parce que le défi structurel en ce moment, c'est de faire fonctionner l'aspect monétaire des transactions qui est hyper difficile dans un contexte où tout augmente tout le temps. Donc, ça va être un peu le centre de ça sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. De la discussion. Ouais. Parfait. J'aimerais ajouter aussi, en fait, ce qui est intéressant avec ta question, Emmanuel, c'est que en ayant des collections, ça vient nous permettre d'établir des standards en arrière qui vont vraiment servir pour, lors de la recherche de ces standards-là et de l'application des collections, c'est qu'on a déjà un back-end qui nous permet de venir établir que certains produits ou certains éléments vont pouvoir être reproduits avec des variantes qui vont permettre de venir créer des collections différentes, mais en ayant toute la confirmation qu'on rentre dans les délais, qu'on rentre dans les prix, qu'on rentre dans les besoins particuliers des clients. Donc, ces collections-là sont sécurisées en fonction de ces éléments-là. On est même avant de passer, là, actuellement, ça ne sera pas de nouveau pour vous d'entendre qu'on aimerait avoir de la traçabilité sur d'où proviennent nos choses. D'une part, pour toutes les questions de développement durable, puis tout ce qui touche le volet environnemental du ESG, mais probablement aussi d'essayer d'acheter des produits qui viennent de chez nous. Donc tu sais, c'est une façon, en fait, pour des entreprises puis des équipes intégrées de prévoir et contrôler ce genre de décisions-là pour leurs clients, pour permettre rapidement d'aller vers certaines de ces priorités-là, parce que nos clients nous le demandent. Là. Nous, on veut offrir ça, mais c'est une réalité aussi qui est chère, surtout dans le développement durable. Puis dernièrement, vraiment, toute la question de ce qui se passe avec nos voisins du Sud, on commence à l'entendre beaucoup. Donc, c'est une sensibilité qu'on essaie d'intégrer dans
dans la réflexion, comme Félix dit, des éléments qui touchent les aspects de product design des collections. Alors, peut-être on continuons. Ouais. Je pense qu'Emmanuel, ta question, on va trouver le moyen d'y répondre concrètement pour l'auditoire. Ouais, on va aborder tous ces sujets-là juste après. Donc, on va plonger directement dans l'outil en fait, qui vous permet d'approcher comme un produit. Donc, cet outil-là, il se décompose en 2 grandes sections. On a tout d'abord la projection du produit dans l'espace, avec les secteurs d'activité, la densité, superficie de l'espace et évidemment plan de blocage et la matrice des coûts. On va y aller tout de suite après. Et une fois que l'espace, le produit est choisi, on a l'intégration de ce produit-là dans l'espace. Donc, comment on adapte le produit en fonction des conditions de l'immeuble, des paramètres de personnalisation et comment ça vient structurer la transaction. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur un outil que les bailleurs peuvent fournir à leurs courtiers pour venir soutenir justement tout le parcours de la transaction et fluidifier la signature finale avec leur locataire. Donc, premier élément sur la projection dans l'espace, parce qu'évidemment, le secteur d'activité a certainement un impact sur la projection de l'espace. Félix, je te laisse peut-être en dire quelques mots. Oui, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer cette méthode-là pour principalement tous les secteurs de l'immobilier. C'est vraiment un aspect de venir développer en fonction des critères particuliers de certains secteurs, mais le potentiel est présent pour l'ensemble des espaces. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer dans la section du bureau pour illustrer vraiment le study case qu'on veut discuter aujourd'hui. Mais cette méthode-là s'appliquerait dans tous les sphères là, de l'immobilier. Oui, puis on s'entend que ce n'est pas que le commercial, on s'entend que même en résidentiel, multirésidentiel, c'est totalement applicable. L'idée, je peux peut-être ajouter un mini point sur ça, c'est que si vous êtes aujourd'hui, vous nous écoutez, vous êtes un bailleur, l'idée, c'est de se demander quels aspects de votre portefeuille immobilier auraient besoin d'être loués. Puis en fonction de ça, dans le fond, il y a les grandes familles. Vous pourriez être en train de vouloir louer de l'industriel, un établissement pour des services de santé, pour de l'hôtellerie, donc je ne vous les nommerai pas toutes, mais l'exemple qu'on s'apprête à vous montrer, c'est une application réelle dans le bureau qui a été fait de proposer, dans le fond, des options pré-designées avec des familles de personnalisation pour un espace donné. Mais si jamais ça ne vous touche pas directement, vous pouvez vous dire que ça pourrait fonctionner dans n'importe quelle verticale immobilière, comme Félix l'a bien expliqué. Ça s'applique dans n'importe quel secteur. Super. Ensuite, on va parler un petit peu justement de la densité, superficie de l'espace. Quel est finalement l'impact sur le produit de la densité? Louis, ouais. Peut-être je te laisse ouvrir cette… Encore une fois, je vous resitue, là, on est dans un environnement qu'on essaie de créer de produits. Donc, les produits dans la vie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des prix. On connaît le prix du produit qu'on cherche à acheter. C'est probablement une des choses les plus compliquées à faire dans l'industrie immobilière, de chiffrer la vraie valeur d'un bien immobilier qui devrait être conçu et construit au moment de prendre une décision d'affaires. Donc, un gros morceau de cette démarche-là pour les équipes de conception intégrée qui veulent aider leurs bailleurs et courtiers passe par la capacité de chiffrer les différentes options. Donc, on se rappelle qu'on est dans un exemple de bureau. On a, pour ceux qui nous ont peut-être déjà entendu parler, développé une notion de densité construite. Donc, la densité construite représente le pourcentage d'espace fermé dans un pied carré donné. Donc, si vous regardez à gauche sur cette matrice de coûts-là, vous avez 3 types d'espaces bureaux, à savoir un espace ouvert, hybride ou cloisonné. Puis la distinction entre les 3, c'est qu'on passe de 20 % construit dans l'espace ouvert à 40 % construit dans l'espace hybride pour finalement s'arrêter sur 60 % construit dans l'espace cloisonné. Donc, tout dépendant de la fonction d'un locataire potentiel. Tu sais, par exemple, un bureau de service professionnel pourrait vouloir probablement plus une construction qui va aller vers le cloisonné, alors que certaines compagnies, par exemple en technologie, avec beaucoup d'open space, vont probablement être plus attirées par des espaces plus ouverts. Mais l'idée, c'est de s'adapter aux besoins de vos potentiels locataires, tout en leur expliquant la relation dégressive des coûts au pied carré en fonction de l'augmentation de la taille. Donc, là, j'étais dans le premier axe sur les densités, mais si vous regardez, si on veut, la superficie, dans le fond, qui grandit de 5 000, 10 000, 20 000 et 40 000 pieds carrés dans cet exemple théorique-là, bien, plus l'augmentation du pied carré évolue,
plus vous pouvez observer que le prix au pied, lui, diminue. Donc, si je reprends, par exemple, prenons l'exemple d'un espace hybride, qui est le milieu, un 5000 pieds carrés hybride dans le bureau se chiffrerait à 225 du pied, pour ensuite descendre à 205 pour 10 000, 185 pour 20 000 et 165 pour 40 000. Donc, l'idée, c'est que plus on augmente le pied carré, plus le coût au pied diminue. Évidemment, la facture totale, elle augmente. mais ça reste que souvent, vous allez sûrement vous faire demander combien coûte un espace pour, par exemple, un bureau d'avocat de 10 000 pieds. Bien là, vous pourriez vous repérer. Donc, c'est une façon déjà de savoir un peu vers quoi on évolue. Puis sachez que dans cette présentation chiffrable-là, vraiment, l'idée d'un projet, là, encore une fois, c'est un produit. Donc, ce n'est pas un morceau ou des parties d'un produit, c'est l'ensemble. Donc, on parle vraiment de frais professionnels de conception, d'architecture, de design, d'ingénierie, de gestion de projet, d'exécution en construction, mais aussi, c'est complètement équipé, à savoir en audiovisuel et en mobilier. Donc, c'est important de se rappeler, là, c'est quand vous voyez un bureau fini, par exemple, ben, c'est 100% du produit. Donc, on est tout le temps en train de vouloir être dans une philosophie 100% du produit. Pas 97%, pas 92%, pas 60%, 100%. Donc, c'est important aussi de framer ça parce qu'il n'y a aucun produit dans la vie de tous les jours qui se vend vraiment partiellement. D'habitude, il peut y avoir des options. On va regarder ça tantôt dans la personnalisation, mais il se doit d'être complet. Si vous achetez une voiture, ça vient avec 4 roues, pas 3 roues. On pourrait faire plein d'exemples, mais c'est important de le rappeler. Ok, oui, merci. Donc, on parle de produit, évidemment. On veut se projeter dans le produit, dans l'espace. Vas-y, je te laisse aller. Oui, en fait, j'ai quasiment le goût, Félix, de te passer la balle sur celle-là. Dans le fond, on rentre un peu dans le concret de la densité, mais je vais te laisser nous l'expliquer. En fait, ici, on voit un peu 3 exemples pour un même local. Avec des exemples de densité qui sont différentes. Donc, on a la densité, comme Louis a parlé, ouvert, hybride et cloisonné. Ça va vraiment permettre aux courtiers puis aux bailleurs de venir identifier c'est quoi le client type pour eux. Comme Louis parlait, en tech, généralement, les gens ont tendance à aller avec plus un profil ouvert, avec des bureaux qu'on a besoin un peu plus de contrôle. On va aller avec une option qui est plus cloisonnée. Donc ici, on peut voir en bleu la densité construite par espace en fonction des besoins particuliers qui sont recherchés. Et donc ça, c'est finalement un élément de base dans ton produit. Tu choisis un petit peu ton niveau de densité. Exactement. Oui, je pense qu'on veut tout le temps permettre aux bailleurs et aux courtiers de guider le chemin décisionnel des clients parce que les clients ne savent pas. Fait qu'il y a un volet d'éducation dans ça parce que ajouter des espaces fermés va avoir une pression sur le coût. Juste le fait de l'indiquer, ça va permettre à nos partenaires immobiliers de mieux accompagner leurs locataires puis de structurer des meilleures transactions parce que là, il y a moins d'inconnus puis tu peux aller beaucoup plus vite. Donc, l'idée, c'est de permettre de comprendre puis un bailleur pourrait avoir plusieurs espaces potentiels pour un même locataire. Donc, l'aménagement type d'un locataire ne sera pas le même dans chacun des espaces. Alors, c'est vraiment à ce stade-là, il faut vous dire là, que c'est de donner des grandes lignes pour être capable de mieux accompagner le chemin transactionnel du locataire pour essayer d'accélérer et de permettre un meilleur ratio de fermeture de transactions, en fait. Super. On a une petite question avant. J'imagine que c'était sur la slide de juste avant. Quel niveau de qualité des matériaux? Alors, la question a été posée. On va le voir plus tard, en fait, sur les sets d'images. Excellente question. En fait, tellement fondamental. Donc, tu me vends un produit, montre-moi le produit, s'il te plaît. Soyez patients. Ça s'en vient dans les slides de présentation de la personnalisation. La meilleure réponse, c'est peu importe la qualité des images qui seront présentées dans le package de présentation des options de produits, c'est le niveau de qualité qui est attendu pour les lots de prix des matrices de coûts. Super, bon, on va y arriver. Parfait, fait que maintenant on passe au plan de blocage matrice des coûts, fait que on a un floor plan ici avec différents espaces, donc différents produits finalement qu'on va aller projeter par la suite. En fait, c'est un exemple type. C'est un exemple type d'un immeuble là, qui aurait pu être situé partout à Montréal ou dans une autre ville, où est-ce que, appelons ça un plus ou moins 50 000 pieds carrés qui était vacant. Puis là, l'idée, c'est de se dire, comment peut-on offrir au marché différentes options pour ce 50 000 pieds-là? Donc, à ce moment-là,
il a été réfléchi de faire 2 suites de plus ou moins 6 000 pieds carrés, qui sont les suites en haut à gauche et à droite, une suite de 12 000, puis une suite de 20 000, plus ou moins en bas, qui est la plus grande. Puis encore une fois, de toujours dire, en fonction de sa taille, le coût au pied de chacune de ces suites-là est différent, puis le montant total anticipable l'est aussi. Donc, l'idée, c'est, pour un même étage donné, il pourrait y avoir autant d'options qu'on le souhaite, de subdivisions potentielles qui permettent de pré-designer des alternatives de manière à ce que quand un locataire rencontre l'équipe de courtage chez le bailleur, tout de suite, on est capable de commencer à permettre au locataire potentiel de se projeter dans l'espace. Puis de dire, ah, d'accord, voici des options potentielles, toujours en connaissance du coût potentiel de l'option. Puis advenant que, par exemple, une de ces suites-là réponde en partie aux besoins, mais que, par exemple, il doit y avoir plus d'espace fermé, là, vous permettez aussi de comprendre l'impact de coût d'aller densifier légèrement chacune de ces options-là, au même titre que si vous retirez la densité, c'est l'impact inverse. Vous allez réduire les coûts en réduisant la densité. Donc ça, voyez-le comme ce qui pourrait être potentiellement fait dans n'importe quel building qui cherche à aider des locataires potentiels à se projeter dans un espace. C'est un modèle reproductible. Donc là, on va aller un petit peu plus en détail sur les suites sans rentrer dans le niveau de densité, etc., l'aménagement, mais pour vous illustrer le produit en tant que tel, puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vous laisse peut-être... on passe assez rapidement. Donc là, c'est vraiment, vous le voyez sur le plan, la suite 301, la suite 302, qui peuvent être évidemment des produits pour différentes entreprises, parce qu'on a un floor plan, mais différents espaces qui peuvent aller à différents locataires. Être habité, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu vraiment cibler les besoins typiques d'entreprises moyennes qui prennent ces locaux-là. Donc, on est venu cibler le nombre de salles de réunion, les réceptions, quantité de bureaux ouverts, postes fermés. C'est un peu le même exercice qui a été fait dans toutes les suites préaménagées proposées. Puis ça permet aux bailleurs ou aux courtiers d'arriver directement avec un exemple de voici ce qu'un plan pourrait fonctionner pour votre entreprise. On a des possibilités de d'édensifier en fonction des besoins réels d'un client potentiel. Ça vient associer un coût presque final dès le début. Le client peut savoir à quoi s'attendre, puis ça l'aide à simplifier les transactions pour tout le monde. Puis peut-être juste avant de sortir de cette vue-là, à savoir la vue plus spécifique, parce que ce que vous voyez dans cette slide-là, ou mettons même la suivante ici, qui est la dernière suite de l'étage, c'est qu'on rentre plus spécifiquement dans une des suites, alors que la vue précédente, c'est la vue du plancher total. Évidemment, pour revenir sur la question qui a été posée, à laquelle on va bientôt répondre, ça va toucher les aspects fonctionnels. Donc, le nombre de fonctions qui répondent à ce que l'entreprise a besoin pour être productive avec ses employés. Mais évidemment, ça ne répond pas du tout encore à comment on va habiller tout le look and feel, tout le volet, appelons-le plus conceptuel, qui va venir donner la saveur à l'espace. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore là, mais dites-vous que ce qui s'en vient, parce qu'on vous a gardé peut-être le meilleur pour plus tard, c'est qu'à ce stade-ci, on pourrait décider d'habiller cet espace-là de multiples façons pour aller y donner excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment comme le ressenti dans l'espace va découler de la conception de design principalement. Donc, quand on arrivera plus tard dans des images, dites-vous que les images des familles conceptuelles de collection peuvent être applicables sur n'importe quel type de plan de blocage. Donc, on les dissocie intentionnellement parce que là, on est dans la projection. Il va rester, en fait, un petit peu plus tard, la personnalisation, puis on va venir l'appliquer sur ce volet technique-là. Faites-le le garder en tête, quitte à ce qu'on y revienne plus tard dans le webinaire si les gens souhaitent revenir faire le pont. Parfait. Puis, petite précision pour tout le monde, comme vous le voyez en haut, on a un espèce de menu. Donc, vous voyez la progression de notre outil à travers le menu. Donc, ici, on est toujours sur les plans de blocage. Et évidemment, qui dit plan, dit matrice de coûts associée. Ouais. Donc, on atterrit sur cette matrice-là. Évidemment, on l'avait montré de façon simplifiée sur les slides précédentes, mais c'est important de comprendre quand même la composition, par exemple, d'un 160 $ le pied ou 148 $ le pied dans les deux exemples qu'on a, ou même 135 $ le pied. Donc,
ça permet de comprendre les inclusions, à savoir, vraiment sous forme de phase de faisabilité de conception intégrée. On a l'ensemble des services conceptuels, l'architecture, le design, l'ingénierie mécanique, électrique, plomberie, la gestion de projet, évidemment. Puis finalement, on tombe en exécution, donc la phase de construction, dans laquelle, par moment, il peut y avoir ou pas des travaux de bailleur d'exécuter, des travaux de base building. Puis finalement, dans le fond, tout ce qui est audiovisuel et matériaux de mobilier est aussi détaillé. Fait que ça nous permet de comprendre dans quelle enveloppe budgétaire on évolue pour arriver au total par pied carré. Ce qui est intéressant aussi, j'aimerais ajouter, là, c'est que dans l'exemple qui est précisément pour un bailleur, par exemple, les 4 suites ont été vraiment considérées comme s'ils étaient construites en même temps. Donc, on voit qu'il y a quand même une économie de masse. Ouais. Lorsqu'on fait les exemples des suites préaménagées puis qu'on veut les louer par la suite, il y a quand même un bon bonus là, à le valider tout d'un morceau. De manière Absolument. Absolument. Parfait. Avant de sauter sur la deuxième partie, qui est finalement la validation de l'intégration des éléments dans l'espace, je vais vous poser une autre petite question tout de suite à l'écran qui va apparaître. Est-ce que vous avez déjà présenté un espace avec des visuels d'aménagement et un budget clair, ou plutôt clair, en tout cas, dès le départ, vous, en tant que courtier, par exemple? Est-ce que vous l'avez fait de manière systématique? Auquel cas, tant mieux, on vous félicite. Est-ce que vous le faites parfois quand c'est demandé par vos clients locataires? Est-ce que non, vous ne le faites pas et vous aimeriez pouvoir le faire? Vous êtes bien au bon endroit aujourd'hui pour comprendre comment le faire. Et non, vous n'aimeriez pas le faire et de toute manière, ça ne vous intéresse pas tant que ça. Donc, je résume. Avez-vous déjà présenté un espace avec des visuels d'aménagement et un budget clair dès le départ? Alors, quand je dis dès le départ, c'est dès le départ de la rencontre, la transaction, avant même la transaction, on s'entend, un départ de présenter l'espace au locataire. C'est un petit peu variable. Je pense que ce qui gagne, c'est non, mais vous aimeriez pouvoir le faire. Encore une fois, vous êtes au bon endroit pour ça. Là, on a comme non, mais j'aimerais pouvoir le faire 2 fois. Deux fois, probablement qu'on a une petite coquille dans Excusez-moi. Petite coquille, effectivement. Le dernier, c'était non, non, je ne veux pas le faire. Ouais, intéressant. Ok, bon, on voit que la plupart des gens aimeraient pouvoir le faire. J'arrête de ce pas le sondage et on va passer à la deuxième section finalement de cet outil-là. C'est que, bon, une fois qu'on a validé la projection dans l'espace, on a validé les floor plans, la matrice, etc., on veut passer à l'intégration des éléments dans l'espace. Pour ça, on a différentes choses auxquelles on doit intégrer. Donc, la première, c'est les conditions de l'immeuble. Est-ce que Félix, tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est sûr que définitivement, on a déjà une partie de ce travail-là qui est faite en amont. Lorsqu'on fait le plan de locage, on a quand même pas mal une très grande idée de c'est quoi le type de structure, etc. Par contre, là, on vient vraiment confirmer les besoins particuliers en fonction de l'usage qu'on veut donner aux suites. Donc, on va regarder le type de structure, les détails d'enveloppe, est-ce qu'on a du mur rideau, est-ce qu'on est en fenêtre, les systèmes électromécaniques qui sont existants, est-ce que c'est capable de supporter les infrastructures qu'on veut venir implanter dans les suites. Après, on a les conditions de base building, réglementation, conditions d'accès pour le chantier, mais pour les clients aussi. Fait que c'est tous des éléments qu'on va venir vraiment s'assurer qu'on comprend bien et qu'on respecte bien tous ces éléments-là pour l'implantation d'une suite ou d'un projet dans le bâtiment. Ça peut arriver même qu'un bailleur, par exemple, peut amener un locataire potentiel dans plus d'un de ses immeubles. Donc, pour un même besoin, en termes de fonction de travail, si on veut, et de densité, bien évidemment, il n'y aura pas nécessairement les mêmes systèmes électromécaniques, les mêmes conditions d'accès, les mêmes réglementations d'immeubles, par exemple. Exact. Donc, l'idée, c'est tantôt, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les produits, comment on permet de personnaliser le produit. Mais il faut tout le temps garder en tête que chaque immeuble est aussi différent. Puis il y a tous ces paramètres, si on veut, techniques et paramètres de construction d'origine qui existent. Il y a beaucoup de variabilité dans ça aussi. Donc, autant on peut s'adapter de façon vraiment importante dans le design, on doit le faire au niveau des existences. C'est surtout en électromécanique. Dans le cas d'aménagement, je vous dirais que c'est probablement le principal. Quand on parle des conditions de base building, on va plus être concentré sur de quel type de base building démarre
l'aménagement d'un espace. Donc, certains base buildings, un peu comme celui de la photo qu'on voit, sont ce qu'on appelle tout démoli, white shell, prêt à l'aménagement. D'autres peuvent être pas encore démolis avec tout plein d'existences à retirer. Donc, ce sont des conditions importantes à considérer pour adapter chaque besoin immobilier à l'immeuble pour mener à terme le projet adéquatement. Parfait. On atterrit sur une de mes slides préférées, très, très visuelle et qui parle beaucoup. Donc là, on va aborder les éléments de personnalisation. On a vu tantôt, donc on s'adapte aux conditions de l'immeuble, ok, mais bon, quand vient le moment de discuter avec le locataire de qu'est-ce qu'il aimerait voir dans son espace, on parle de personnalisation. Félix, peux-tu nous expliquer un petit peu cet affichage finalement, ce tableau? Oui, avec plaisir. En fait, c'est que nos collections fonctionnent en fonction de 4 éléments clés. On va vraiment fonctionner en termes de clarté jusqu'à des aménagements qui sont un peu plus sombres, un peu plus enveloppants. Aussi, on va fonctionner en termes de épuré et vibrant. Lorsqu'un client veut un environnement vibrant, ce n'est pas nécessairement que plein de couleurs. On va peut-être vouloir des éléments qui sont plus dynamiques, plus surprenants. Donc, c'est vraiment de l'aspect puriste vers l'aspect un peu plus surprenant. Fait on est venu classer un peu plus nos collections avec ces idées-là en tête. On peut aller vraiment chercher quelque chose de... on voit ici, c'est vraiment un tableau qu'on peut jouer. Là. Fait qu'on peut aller chercher quelque chose de très clair et vibrant, très clair et épuré, autant que dans les extrêmes, on peut aller à quelque chose de sombre et vibrant, ou sombre et épuré. On peut aller un peu plus dans le milieu où est-ce qu'on a des nuances un peu plus marquées. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider à positionner le client une fois que le client est rendu dans la transaction. Puis ça va l'aider à se projeter dans l'espace pour pouvoir conclure la transaction avec le bailleur et le courtier. Puis j'ajouterais que c'est quelque chose qui se réalise probablement un peu sous forme d'entonnoir. Je vous ramène à n'importe quel genre de produit que vous pouvez décider d'acheter comme consommateur. On est habitué d'avoir des options, d'avoir des choix. Donc, il y a une portion du choix qui vient par la comparaison. Donc, de pouvoir voir des éléments mis les uns à côté des autres permet d'éclairer une décision. C'est souvent une étape qui est peut-être moins faite très tôt dans les processus transactionnels. Puis, ça finit par, selon nous, nuire à la capacité d'une équipe, d'une entreprise à se commettre sur un bien immobilier pour 10 ans, par exemple, simplement parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas encore exactement dans quoi ils s'embarquent niveau conceptuel. Puis ça nous donne énormément d'efficacité dans la possibilité de livrer à des coûts qui sont beaucoup plus économiques, des niveaux de qualité qui sont équivalents, voire supérieurs, là, selon ce qu'on fait comme analyse. Donc vraiment à réfléchir comme une façon d'accompagner encore en éducation puis d'aider les potentiels occupants de vos immeubles à prendre des décisions éclairées très, très, très tôt. Là. On est capable de faire vivre ça dans la première ou la deuxième discussion avec une équipe potentiellement intéressée à louer chez vous. Là. Donc, ça vient vraiment changer la façon de vivre l'expérience locative. Puis probablement, ça vous permet probablement comme bailleur de vous différencier de façon importante parce que c'est pas quelque chose qui est encore fréquent dans notre industrie. Donc, si je comprends bien, là, en fait, c'est un petit peu le bailleur qui outillerait son courtier à dire, OK, courtier, voici ce que tu peux proposer à ton client en termes de typologie, de personnalisation. Puis ensuite, une fois que le locataire s'est positionné, donc alors moi, je voudrais plus quelque chose de vibrant, sombre, on rentre dans une collection. Oui, exactement. Ben, par exemple, dans la collection qui est ici, on a une collection qui est plutôt sombre et épurée. On voit vraiment que le client est capable de se projeter dans plusieurs variétés d'espaces. Donc, on vient le diriger en fonction de salle de meeting, accueil, aire commune, cuisine, etc., salle de réunion plus privée, différents types d'ébénisterie pour vraiment montrer l'environnement qui pourrait être utilisé dans cet espace-là. Si on continue par la suite, on va aller peut-être dans quelque chose qui est un peu à l'inverse, la collection Anne qui est claire et épurée. Dans cette collection-là, on a quelque chose qui est très organique aussi. On a beaucoup de finis, de bois, on a beaucoup de plantes, on a de la lumière abondante, on a vraiment quelque chose qui est
très, très, très puristes en termes d'appareils d'éclairage, de choix de matériaux. C'est quelque chose qui va vraiment venir aider avec le client à dire, OK, si tu aimes le Gustave ou tu aimes le Anne, c'est deux éléments qui sont complètement différents. Le client il va être capable, en voyant ces comparables-là, de dire, non, non, moi, mon entreprise est ni un ni l'autre, ou elle est une ou elle est l'autre. Si on continue par la suite, le client dit, moi, je suis très clair et vibrant, bien, voici la collection qui le représente le plus. On a quelque chose qui est très vibrant, très éclectique, très dynamique, qui va venir vraiment vivifier les équipes de travail lorsqu'elles sont dans leur espace, qui favorise la collaboration. On est dans quelque chose de moins formel, j'ai juste le terme en anglais, mais plus joueur, plus playful, plus jeune aussi en implication. Donc, c'est vraiment avec en voyant toutes les collections, le client est vraiment capable de venir se positionner sur oui, c'est ça que je veux, oui, non, c'est pas ça que je veux, c'est un peu plus comme ça. Puis la variété de collections va vraiment aider à venir le positionner exactement dans ses besoins puis dans ce qu'il aime vraiment. Donc, qu'est-ce que ça implique dès lors que le client il a mis son doigt sur une collection? Qu'est-ce que ça implique en termes d'espace de mobilier? Est-ce que ça inclut déjà, par exemple, on se dit, on va sur la collection de Denise, donc on installe exactement cette table-là, ces chaises-là, ou est-ce qu'il y a quand même des paramètres? Pas exactement. En fait, c'est d'où mon point du début de la rencontre. Il y a vraiment des éléments qui vont être spécifiés pour s'assurer de respecter les délais, les prix et les besoins des clients. Donc, ici, on parle vraiment d'intention dans la partie collection. Après ça, on va raffiner. Si on peut aller plus loin, il y a tous les aspects qui sont suivants qui vont vraiment être pris en compte dans les collections. Donc, on a les portées cadres, les revêtements de sol, finition de plomberie, revêtements acoustiques, appareils d'éclairage, la signalétique, le mobilier, l'audiovisuel et le data et les technologies. C'est le seul aspect qui est variable, mais qui n'a pas vraiment un impact sur le style de personnalisation qu'on veut. Dans le fond, dans toutes les autres sphères de personnalisation, on va venir créer en fonction des besoins particuliers des clients, vraiment la collection précise de ses besoins. Donc, ici, on prend un projet qu'on a réalisé l'année passée. On avait vraiment une base qui était très industrielle et moody. C'était enveloppant, mais on avait quand même le feeling un peu plus rough de Montréal, de l'industriel montréalais. Mais on voulait ajouter quelque chose de très ludique, beaucoup de plaisir, beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de végétation. On est venu vraiment dans les accents jouer avec des couleurs qui sont un peu nouvelles, différentes. On est venu reprendre dans le concept la couleur des neon signs du Five Rose à Montréal. C'était une culture qui était très proche avec eux. Donc, on est vraiment venu jouer avec des couleurs, des dynamismes. Et même chose dans le mobilier, on est venu créer des agencements de mobilier qui étaient hors du commun, qui étaient plus inattendus. Donc, c'est vraiment ça qui est venu nous permettre de venir personnaliser l'espace en fonction de cette palette-là, de cette collection-là. J'ajouterais un point, parce qu'il y a toujours une perspective de on est dans quelle étape du chemin locataire. Donc, quand on monte, par exemple, les grandes familles, si je recule légèrement, au départ, ce quadrilatère-là sert à aider le client dans la communication de ce qu'il aime. Donc, ou de ce qu'il souhaite. Quelqu'un pourrait dire, j'aime le cadran en bas à gauche qui est épuré et sombre, mais j'ai pas ça comme objectif pour mon entreprise, ou au contraire, je l'ai comme objectif. Donc, c'est un outil de communication. Dans l'image que Félix commentait, on était clairement dans une commande qui venait du cadran en haut à droite, clair et vibrant. Donc, ça devient pour nous, quand on tombe dans la réalisation à proprement dite d'un projet, comme si je reviens ici, ben là, ça devient un objectif de livraison. Donc, on se doit d'amener un aspect unique au projet qui passe par la spécificité de chacun des ingrédients qui, eux, dans le fond, habitent dans un certain sens dans toutes les catégories qu'on a au niveau du menu de personnalisation. Donc là, on n'est pas capable aujourd'hui, avec le médium, de vous le présenter de façon dynamique, mais vous pourriez quasiment imaginer rentrer dans une sous-catégorie comme si vous étiez dans une app, puis aller dire, quel est le revêtement acoustique prévu dans mon projet? Et là, rentrer avec une spécificité très détaillée
de l'ensemble des produits au même titre qu'elle l'est sur cette slide-ci. Là, le défi, c'est qu'il y a trop d'éléments dans un projet pour faire tenir ça sur une seule slide. Mais l'idée serait de dire, par exemple, si vous étiez descendu, là, j'ai pris l'acoustique, mais mettons que vous avez parlé d'éclairage à la place. Là, vous auriez pu dire, hey, savez-vous quoi, la F3, la lumière, je la trouve intéressante, mais j'aimerais peut-être voir si je n'ai pas d'autres options. Et là, dans la même famille de luminaires de la collection Denise, il y aurait probablement 2, 3, 4 autres options pré-budgétées d'où nous connaissons la provenance, qu'on sait qu'on peut avoir dans les délais, qui est disponible et présenté à votre locataire. Donc, c'est comme ça que l'aspect de customisation vit et qu'on peut, après ça, là, pour reprendre un exemple d'option sur une voiture, juste parce que c'est simple à comprendre, ben, vous avez déjà une voiture quand vous la choisissez qui est montée avec toutes ses pièces, mais vous avez des options de personnalisation que vous pouvez choisir. C'est un peu le même esprit, mais sur un projet immobilier qui, lui, a beaucoup plus d'options, mais qui voudrait se vivre de la même façon pour simplifier la décision du locataire puis l'encourager à être confiant de pouvoir se projeter dans un espace qui sent qu'il va être bon pour ses équipes, sa productivité et tout ça, là. OK, donc en fait, ton client, il choisit un petit peu sa collection, puis dedans, quand tu plonges dans la collection, tu as quand même des paramètres de personnalisation qui vont jouer Énormément. sur... Énormément. Exactement. Puis là, ça va prendre un autre webinaire pour présenter cette section-là, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le mieux qu'on a trouvé pour le présenter aujourd'hui. Tu sais, on en parle un peu comme nous, on le structure, mais on est des fervents croyants que l'industrie devrait travailler comme ça. Tu sais, tout le monde devrait travailler à structurer pour avoir plus d'optimisation puis plus d'accessibilité à des produits de qualité pour leurs clients. Donc, en quelque sorte, ces catégories-là deviennent populées dans des familles qui, au même titre que les projets généraux, pourraient être classés dans la même genre de rubrique ici, là. Donc, il y a des systèmes comme ça qui sont montés, qui permettent d'avoir une structure éducative en premier lieu pour les locataires, mais qui devient aussi un outil d'efficacité puis d'optimisation qui se traduit par des coûts vraiment plus avantageux pour les mêmes produits. Donc, c'est ce qu'on encourage, en fait, au niveau des bailleurs pour vous aider à réduire la pression qui est énormément augmentée depuis les quelques dernières années, due à l'augmentation des coûts, puis à l'imprévisibilité de ces coûts-là. Donc, une fois que ça se trouve être structuré dans des familles, ben, il y a beaucoup moins de potentiel de changement. Quand c'est maîtrisé, en fait, il n'y en a pas de changement. C'est pas compliqué, il n'y en a plus. Mais c'est parce qu'ils sont traités au bon moment. Alors que le client a suffisamment d'informations pour décider, mais on doit l'outiller, on doit l'éduquer à prendre cette décision-là parce que ce sont des décisions complexes et très impactantes sur les entreprises. Donc, c'est pour nous une façon de faire mieux. Puis, bon, Félix, tu étais sur l'ingrédient, en fait, de cette saveur de projet-là, mais en fait, tu pourrais continuer de nous expliquer en fait l'ensemble des autres parce que chaque projet ou chaque image a la même logique. La singularité, puis c'est exactement ça. Puis on voit ici, dans le fond, comment on fonctionne avec les éléments, c'est qu'on a les bases. Les bases, c'est notre base building. C'est tous les éléments qu'on peut presque ou pas changer, modifier, altérer. Fait que ça, c'est les éléments vraiment qu'on part avec les bases. Après, on applique les accents. C'est dans toute la partie qu'on peut le plus personnaliser, c'est les accents et les FF&E et AVIT. On parle de mobilier, appareils d'éclairage, équipements divers qu'on a besoin. Tous ces éléments-là, c'est là-dedans qu'on est capable de venir donner une singularité au projet. Si je continue plus loin avec un autre exemple de projet, ici, on est encore dans le cadran sombre et épuré. On a quand même, on est venu intégrer des éléments de bois. Il y avait quand même une base de bois et de blanc et de noir dans le building, mais on est venu rajouter une couche supplémentaire avec les accents qui sont minimalistes pour venir vraiment créer un impact un peu plus contrasté. Fait que c'est vraiment dans ces éléments-là qu'on est venu jouer. On voit ici qu'on a choisi d'aller avec un ajout d'éléments AVIT, audio dans les espaces publics et dans les espaces communs, des luminaires très minimalistes, des bancs qui représentent encore le schéma de couleur. C'est dans tous les éléments qu'on est venu personnaliser qui vont vraiment représenter la collection puis représenter les besoins que le client a ciblés dès le début. Je continue encore un peu.
Oui, j'ai une petite question, excuse-moi Félix. Tantôt, Louis, tu disais un terme intéressant, je disais c'est pré-budgété. C'est que Ouais. on s'imagine que dès qu'on descend dans une collection et dans un espace, enfin dans une personnalisation un petit peu plus précise, Oui, on respecte toujours le cadre budgétaire. toujours. Ah oui. Ça répond à la question de tantôt, tu sais, quand on dit quel est le niveau de qualité, par exemple. Ben, en vrai, une image vaut 1000 mots. Là. Fait que, on pourrait avoir un devis de 43 pages qui explique les trucs de qualité, mais il n'y a rien comme une image qui montre le produit puis qui montre. Tu sais, le produit, pour moi, là, je reviens à mon exemple. Si le produit, c'est le bureau, par exemple, dans cet exemple-ci, c'est l'ensemble de ce que vous voyez sur cette photo-là. Mais il y a aussi le sous-produit qui est le revêtement de sol, le tapis, le pouf, le divan, les luminaires, les diffuseurs. Donc, il y a des centaines de sous-produits dans un projet. Donc, une des choses essentielles que nos équipes de conception doivent faire, c'est un volet comme de curation, de choisir des choses qui répondent à nos standards esthétiques, nos standards conceptuels, mais qui respectent les budgets de la matrice de coûts. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, jamais, c'est aller montrer des options à certains de vos locataires potentiels pour finalement leur enlever par la suite parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. C'est à peu près le sentiment le plus désagréable qu'on ne peut pas vivre comme consommateur. Donc, pourtant, ça existe fréquemment dans notre industrie, d'avoir des attentes qui sont trop élevées, puis après ça, quand les budgets sont produits, on n'est pas capable d'assumer le budget de l'image. Donc, il y a quelque chose d'important dans faire des bons choix conceptuels, des bons choix techniques pour que les espaces répondent aux besoins et soient agréables à vivre. Mais il faut aussi que ça fonctionne d'un point de vue d'affaires. Il faut que les clients puissent assumer une décision basée sur un coût qui ne va pas exploser de 30, 40, 50, 60% par la suite. Puis ça, évidemment, au final, c'est ce facteur-là de l'imprévisibilité des coûts liés à la construction puis à la réalisation des projets qui freine l'industrie en ce moment. Les gens ne veulent pas se commettre parce qu'ils ont trop entendu d'histoires d'horreur. Donc, ça nuit directement à la capacité des bailleurs puis des courtiers d'accompagner des locataires vers des espaces parce qu'ils ont peur. Donc, c'est normal parce que des dépassements de 40% sur un projet de 5 millions, ou 3 ou 2 ou 1, c'est des montants astronomiques. Donc, le fait d'arriver et de pré-designer et de pré-budgéter permet de rendre ce risque-là, de l'éliminer complètement, en fait. Il n'y en a plus de risque parce que on fait un travail, en fait, en amont de prévoir des ingrédients qui répondent aux paramètres techniques et conceptuels tout en respectant les budgets. Donc, si ce n'est pas possible de se payer, entre parenthèses, une option ou un produit, il n'apparaîtrait pas dans les options disponibles aux clients, et il n'apparaîtrait surtout pas dans une image montrée à un client. Ça, c'est une discipline qu'on a chez nous parce que si je vous montre une image, je ne sais pas ce que vous regardez sur l'image. Donc, des fois, il y a des facettes de projets dont on ne connaît pas l'impact sur les coûts. Puis, des fois, c'est majeur. Mais ça ne paraît pas. Puis sur une image, on se dit « Wow, qu'est-ce que c'est beau! » Mais ça se peut que ça vale 250 $ du pied alors qu'on essaie de faire un projet à 150. C'est dans ce delta-là que le plus gros facteur de dépassement de coût arrive. Parce que on le savait juste pas. Donc, puis nous, on n'est pas plus on n'a pas de boule de cristal. Donc, on ne pourrait pas plus le savoir s'il n'est pas pré-designé. Mais le fait de le monter dans des familles et de prévoir ça en amont, ben, ça nous permet de découvrir puis de juste mettre qu'est-ce qui fonctionne. Parfait. On a une petite question. Est-ce que vous offrez des services de design intérieur à l'interne chez A+, donc de conception intégrée, encadrés dans des collections? Je comprends mal la question. J'imagine que c'est pour demander si A+, offre des collections en fait, potentiellement dans lesquelles on pourrait aller faire du design intégré. À l'heure actuelle, c'est sûr que l'esprit d'aujourd'hui, quand on vous parle dans un webinaire, notre intention la plus sincère, c'est d'essayer de donner des alternatives au marché parce que dans le fond, tout ce qu'on vous présente là, n'importe qui pourrait demain matin décider de faire exactement la même chose. C'est un peu notre intention. Mais on ne vous cachera pas que c'est exactement ce qu'on fait dans tous nos projets.
Donc, la réponse, c'est oui. Puis c'est pour nous ce qui a été développé avec les années pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants d'optimisation budgétaire pour des bons projets. Donc, les gens veulent des bons projets, mais ils sont plus capables de se les payer. Donc pour nous, ça, c'est un gros problème. Puis pour résoudre en partie ce problème-là, ou en tout cas de contribuer à une résolution de ce problème-là, bien, effectivement, on monte des collections. Donc, puis c'est un travail qui va continuer d'évoluer dans le temps pour nous. C'est quasiment une raison d'être pour nous, là, d'essayer de créer une valeur supplémentaire puis de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'accéder à des espaces qui sont exceptionnels, mais qui sont aussi abordables. Exact. Parfait. Il nous reste 10 petites minutes. Fait que on va. Il y a une dernière slide de personnalisation. En fait, ça, c'est un dernier exemple qu'on avait fait dans de l'institutionnel. Donc, on voit que le concept de collection peut s'appliquer vraiment partout dans toutes les sphères de l'immobilier. Dans tous les secteurs. Parfait. Exact. On va wrapper sur deux dernières slides. Louis, je te laisse prendre la main sur celle-ci. Oui, bien, alors pour les bailleurs et courtiers qui êtes présents aujourd'hui, dans le fond, c'est une approche. Puis si vous décidez d'avancer dans ce genre de projet-là, il y a toujours quelque chose qui finit par être demandé au terme, parce que là, généralement, vous pourriez plus facilement vous rendre à la signature d'une transaction. Puis il y a la question de comment on structure cette transaction-là entre le fournisseur de services intégrés puis le bailleur. Donc, généralement, traditionnellement, les bailleurs donnent des allocations, des budgets d'allocation locative, communément appelés du TI Budget, Tenant Improvement Budget. Et avec le temps, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une tendance de voir ce montant-là augmenter dans les transactions parce que les bailleurs contribuent davantage à la possibilité des locataires potentiels de s'aménager. Mais pour ce faire, dans le cadre d'un projet qui est structuré sous forme de Product-Driven Design, un peu comme vous l'a montré aujourd'hui, il y a comme deux grandes familles de structures transactionnelles. Une qui est une proposition clé en main payée par le locataire. Donc, vous allez voir, en fait, l'ironie, c'est qu'ils ont les deux les mêmes inclusions, c'est juste pas le même payeur, mais ça finit toujours par être une question qui arrive. Donc, on a décidé de mettre cette facette-là. C'est que fondamentalement, le paiement clé en main du projet se fait soit dans le projet clé en main du locataire, le locataire paierait pour le service de produits d'aménagement, alors que du côté de la proposition clé en main par le bailleur, c'est le bailleur qui paye. C'est la principale différence. Dans les deux cas, le bailleur aurait remis un budget d'amélioration locative d'une valeur variable. Donc, ça, c'est toujours, chaque bailleur décide dans leur structure transactionnelle les montants octroyés en budget TI. En fonction, prenons un exemple où un bailleur aurait donné une structure d'amélioration locative de 100 $ du pied, par exemple. Puis qu'une suite, un produit immobilier pré-designé coûterait 130 $ du pied. Il y a un 30 $ du pied de delta entre ce que le bailleur paye et ce que le locataire souhaite avoir comme produit. Donc, le locataire pourrait décider de payer ce supplément-là, tout comme le bailleur pourrait décider de payer ce supplément-là. Fait que c'est vraiment les deux véhicules pour permettre de structurer, en fonction de vos objectifs comme propriétaire d'immeuble, la meilleure façon de structurer cette transaction-là. Dans les deux cas, tous les ajouts ou options choisis par un locataire se font gérer dans le même cadre de garantie financière. Donc, il n'y aurait pas d'augmentation de coûts à proprement dit. Il s'agirait plus de choisir des alternatives différentes. Et si un locataire souhaite, au contraire, dire non, moi, je veux bonifier, je souhaite avoir plus que les quantités prévues à la suite préaménagée, par exemple, bien, à ce moment-là, il peut y avoir une option dans le clé en main payé par le locataire où le locataire va payer une portion. Donc, d'accord. Donc, en fait, ouais. On est vraiment dans une manière de structurer la transaction rendue en bout de parcours. Généralement, quand vous arrivez à cette discussion-là avec vos locataires, ça sous-entend que les plans ont été faits, les options ont été choisies, les budgets ont été discutés. Puis généralement, si les locataires souhaitent bonifier ce que le bailleur propose, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une alternative plus intéressante de travailler avec un clé en main payé par le locataire.
Alors que si les locataires souhaitent travailler avec les inclusions de base, c'est des fois plus facile de travailler avec le clé en main payé par le bailleur. Mais donc la structure de la transaction, elle diffère un petit peu, c'est soit sur l'un, soit sur l'autre. Exactement. Puis tu sais, il peut y en avoir d'autres, mais c'est vraiment les deux principales qu'on voit qui sont différentes de ce qu'on connaissait jadis, qui était simplement je te donne un montant, locataire, organise-toi avec le reste. Comme bailleur, le fait d'arriver avec un toolkit, comme on vous présente aujourd'hui, c'est que d'une part, vous vous différenciez de façon importante, vous donnez des options beaucoup plus claires à vos potentiels locataires, vous êtes capable de donner des garanties très rapidement, parce que dans le fond, si quelque chose coûte 130 $ du pied, bien, vous pouvez garantir à votre locataire qu'il coûte 130 $ du pied, soit en lui disant je vais comme bailleur payer pour et aménage-toi suite à la location, à la signature d'un bail de tel montant sur telle durée, ou travaille directement avec le fournisseur de ce produit intégré garantie-là et paye-le et je te donnerai l'argent. C'est vraiment deux facettes, mais je pense que la clé, c'est la garantie des coûts. Dans les deux cas qui vient sécuriser le locataire potentiel. Parfait, tu as un petit peu devancé finalement la dernière slide qu'on a sur les bénéfices justement de l'approche en produit. Fait que je te laisse aller, Louis, puis je vois qu'on est à 4 minutes de la fin, les gens commencent un petit peu à se déconnecter. Fait qu'on c'est bon. Je pense fondamentalement, pour vous comme propriétaire, puis toujours pas très loin au niveau des courtiers qui essaient de travailler fort à conclure les mêmes transactions, ça accélère les cycles de vente, ça simplifie la coordination avec vos clients qui sont les potentiels locataires. Puis évidemment, ça sécurise les transactions parce que le fait d'avoir plein d'options permet aux locataires de se sentir libres dans une famille designée et budgétée. Donc, c'est sécurisant. Puis finalement, on pense que pour vous, vous bénéficiez d'un point de contact unique, d'une garantie de budget puis d'un design qui est magnifique puis optimisé. Donc, c'est peut-être le wrap, en fait, sur la question de tout à l'heure. Je pense que le fondement, c'est de faire des bons projets qui sont magnifiques, qui sont performants au niveau de leur fonctionnalité, tout en étant économiques. Donc, très belle ligne de fin. J'aime. J'aime beaucoup. On va vous remercier tous et toutes. J'ai un tout dernier sondage. Si vous avez une petite minute pour prendre le temps de répondre, est-ce que vous seriez intéressé à recevoir justement une bibliothèque d'espace préconçu avec des budgets associés? J'imagine que la réponse va être plutôt oui, mais je vous laisse voter sur ce sondage. Sinon, gros merci Félix et Louis d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci Emmanuel de nous avoir si bien guidés. Puis c'était vraiment trippant, Félix, de t'avoir avec nous pour bonifier cette deuxième version de webinaire. Exact. Avec grand plaisir. Merci. Donc, il y aura d'autres versions de webinaire, c'est sûr et certain, dans les mois qui vont s'en suivre. Et puis, cet enregistrement vous sera donné même à ceux qui n'étaient pas là. Donc, je vais finir. Bon, évidemment, la réponse est 100% oui, ça m'aiderait à avoir accès à une bibliothèque d'espace préconçu. On s'en doutait. Sur ce, je vous laisse et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Bye.